Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Les bases d'une analyse. Rapide historique. Je suis né en République démocratique du Congo. Très jeune, j'ai connu vaguement les événements d'avant l'indépendance. Lors de son accession à l'indépendance le 30 juin 1960, le pays était dirigé par le président Joseph Kasavubu. Mais quelques souvenirs de l'époque me rappellent une période de turbulence marquée par des troubles de tout ordre, ayant pour objet l'installation du pouvoir. La Première République hérita sans doute de l'apport colonial, en termes de gestion administrative et des finances publiques. À l'époque, Kinshasa ignorait tout des graves problèmes de transport, de scolarité ou de délinquance juvénile. Les structures administratives étaient en place et la chose publique pouvait paraître respectée et bien tenue. En 1965, le haut commandement militaire, dirigé par le lieutenant-général Joseph Désiré Mobutu, prit le pouvoir par un coup d'État. Ce fut l'époque d'un homme admiré par la quasi-totalité de sa population. Toutes les décisions qu'il prenait allaient dans le sens de la construction d'une grande nation. Ayant pris conscience de cela, le peuple appliquait de bonne grâce toutes ses mesures politiques. De grandes réalisations ont vu jour et l'emploi allait grandissant. À l'époque, la réforme de l'armée, l'unification du territoire, la défense de l'intégrité territoriale, l'envoi en formation à l'étranger de jeunes diplômés pour se spécialiser dans différents domaines sont à placer à son actif. On constatait un grand bouleversement dans le pays, surtout dans la capitale où je me trouvais. Les structures pédagogiques étant satisfaisantes, la poursuite d'études à l'étranger était exceptionnelle. Le système d'enseignement répondait aux attentes. Un grand nombre de professeurs visiteurs étaient accueillis dans les universités. La qualité de l'enseignement faisait que le baccalauréat et les diplômes universitaires étaient reconnus partout au monde. Les universitaires pouvaient prétendre à un emploi partout à l'étranger sans problème. Qu'en est-il aujourd'hui ? Pourquoi sommes-nous appelés à comparer l'époque coloniale, les premières heures de l'indépendance avec le président Kasavubu, et la prise du pouvoir par la force du régime de Mobutu? Doit-on chercher les origines de la décadence pendant la présidence de M. Mobutu? Quand on approfondit ces réflexions, on se rend compte que le manque d'une culture démocratique fut à l'origine de cette décadence. Certaines réalisations manquaient de réflexion. Elles visaient plus à asseoir le prestige des gouvernants qu'à rechercher les effets économiques sur la population. Dans son ouvrage titré Éthique dédié aux enfants de la rue, l'écrivain et journaliste congolais, Nzita Mabiala, évoque cette période, démontrant comment la détermination du président Mobutu a été arrêtée dans son élan. Il entreprit la politique de grands travaux dans l'intention de faire opérer à son pays un pas de géant, qui le transporterait de l'état du pays en voie de développement où il se trouvait, à celui de pays industrialisés. Il s'engagea dans la nationalisation des grandes compagnies congolaises qui étaient gérées par la Belgique. Mobutu se mit en tête de battre sa propre monnaie. Mobutu accoucha d'une monnaie de singe qui ne sera pas convertible à l'étranger. Ce fut un cinglant soufflet, plus même un coup assommant. Nzita Mabiala poursuit son analyse. Le coup de grâce fut asséné à notre économie par la zaïrianisation, c'est-à-dire la nationalisation des entreprises des expatriés que le régime remit gracieusement aux nationaux. Cela, sous le fallacieux prétexte que ceux-ci avaient spolié notre peuple. Nous sommes au milieu des années 70. La population commença à sentir les effets du rejet de la politique de Mobutu par les grandes puissances. Le pouvoir d'achat s'effritait graduellement et inexorablement. Toutes les tentatives de redressement du navire se soldaient par des échecs cuisants. À titre d'exemple, les programmes tels que Retroussons les manches, Agriculture, Priorité des priorités, Objectif 80 n'atteignirent aucun résultat. Malgré le fait que l'agriculture était déclarée priorité des priorités, le Zaïre de Mobutu ne put même pas produire pour son autosuffisance alimentaire. Il devint donc tributaire de l'étranger. Les analystes avisés perdirent leur confiance au guide éclairé, vers 1979 à 1980, quand le pays s'acheminait vers l'échéance de l'Objectif 80. Pour cette échéance, Mobutu s'était engagé à tout mettre en œuvre pour placer le pays au rang de la 3e puissance mondiale. Premier ? Oui.
Deuxième? Troisième? Oui. Quatrième? Non, non et non, soutenait-il au cours de ses nombreux meetings et harangues. Mais quelle ne fut la déception de la population qui vit son pouvoir d'achat disparaître dès 1979? Le SMIC fut placé au placard. Le salaire suffisait à peine pour 4 ou 5 jours de transport de la maison au bureau, et vice-versa. Il n'offrait même pas le repas d'un jour à la famille du huissier ou de la sentinelle. C'est cet environnement économique hostile, durement ressenti par certains foyers, dès le milieu des années 70, qui amena le phénomène d'enfants de la rue à Kinshasa. Éthique, la chanson de Maxime Mongali qui décrit la misère de ces enfants telle que nous la connaissons aujourd'hui, fut lancée sur le marché tout justement à cette période-là. Et c'est ainsi que, petit à petit, notre enseignement perdit sa crédibilité. Les enseignants des cycles primaires et secondaires, ainsi que les professeurs des niveaux supérieurs et universitaires, mal payés, commencèrent à trafiquer les points. Dans l'entretemps, ne pouvant plus couvrir le budget nécessaire à l'ensemble du secteur de l'éducation, l'État laissa le gros des frais scolaires à la charge des parents dont la presque totalité était sous-payée, et ce jusqu'à ce jour. Les conséquences de la situation ainsi créée ne se firent pas attendre. Un nombre sans cesse croissant de diplômés sans bagage intellectuel suffisant, puisqu'ayant franchi les classes supérieures en négociant des points, une majorité écrasante de jeunes sans instruction, car n'ayant jamais été à l'école ou l'ayant quitté au cours du cycle primaire ou secondaire par manque de moyens financiers. On peut constater notamment la dégradation et la disparition de certaines écoles de formation des métiers, et par conséquent la raréfaction des ouvriers qualifiés. Cette situation est à la base de ce que nous déplorons aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation. Les enjeux de la mondialisation. Le troisième millénaire, du moins son premier siècle, est celui des techniques de l'information. Ce siècle apporte une transformation dans le quotidien de l'humanité. C'est une évolution, voire une révolution dans les relations entre les nations. Le monde est à l'ère de la communication par satellite, grâce à laquelle 2 ou plusieurs points du globe se relient en un clin d'œil. Plus aucune culture n'est et ne sera secrète pour personne. Les échanges commerciaux et les différentes coopérations internationales se font à l'aide de l'Internet. C'est la mondialisation, du moins une de ses formes. Un mot banal de prime abord, mais aux implications importantes dans tous les domaines vitaux. La mondialisation suscite à la fois des craintes et des espoirs. Elle suscite également des débats interminables et contradictoires partout dans le monde. Certains pensent même que c'est le signe avant-coureur de la fin du monde. D'après les extraits du texte de Daniel Macan, Phénomène multiforme, la mondialisation est souvent présentée comme une nouveauté sans précédent et le débat se limite à des appréciations globales peu nuancées. Il n'est pas vrai que la mondialisation actuelle soit sans racines. Elle succède à une première mondialisation qui vit l'Europe découvrir et régenter la planète entière du XVe jusqu'au début du XXe siècle. Elle constitue aussi une nouvelle étape de la révolution industrielle commencée à la fin du XVIIIe en Europe de l'Ouest. Face à la complexité de cette réalité, le débat se limite trop souvent à une condamnation ou à une approbation d'ensemble. Pour certains, elle serait source de tant d'horreurs qu'il faudrait s'en isoler en se refermant sur les identités passées, parées alors de toutes les vertus. Pour d'autres, le libéralisme économique serait capable de tout résoudre pourvu qu'il ne soit pas entravé par les États. La mondialisation serait la marche vers le bonheur de tous via la main invisible du marché planétaire. Par la télévision et la radio, le monde entier est présent dans la salle de séjour de chacun, mais sans interactivité. Celle-ci a été apportée par le téléphone, fixe ou mobile, et se développe surtout avec Internet. De chaque point du monde, quiconque peut communiquer avec quiconque s'il dispose des appareils nécessaires et sait les utiliser. Par les télécommunications, l'espace mondial peut se condenser en un point, celui où je me trouve. De même, une grande partie du monde est accessible physiquement en moins d'une journée à partir de n'importe quel endroit de cette partie. Il n'est au pouvoir de personne de s'abstraire totalement de la mondialisation, ou de la refuser en bloc. En effet, il s'agit sans doute de la naissance d'une civilisation planétaire, dont tous les hommes sont partie prenante. Nul ne peut s'isoler d'une évolution d'ensemble qui intéresse, de proche en proche, tous les aspects de la vie.
Elle est réellement planétaire pour la première fois, car elle n'est ni limitée à une aire géographique déterminée, ni dominée par une seule région. Le passé avec la Grèce, Rome, la Chine, la chrétienté, l'Empire des Habsbourg, avait déjà vu naître des prétentions mondiales. Quant à l'extrait de l'introduction du texte de Monseigneur de la Porte sur « Maîtriser la mondialisation », on lit ceci. La mondialisation effraie les uns et séduit les autres. Elle n'est pourtant en elle-même ni bonne ni mauvaise, elle sera ce que nous en ferons. La mondialisation n'est ni une fatalité à subir, ni une espérance à célébrer. Elle est une évolution à maîtriser, précisément pour qu'elle puisse porter pour le plus grand nombre possible d'hommes et d'abord pour les plus pauvres, des fruits de justice et de paix. Nous pensons qu'il est maintenant indispensable de regarder la mondialisation comme un langage et une culture, basés et axés sur différentes compétitions politiques, économiques et culturelles. Ceci laisse entrevoir que dans la mondialisation, on constate la prédominance des intérêts. Or, traditionnellement, les peuples d'Afrique attachés à la part affective des relations humaines sont mal préparés à ces nouvelles exigences. Qu'on le veuille ou non, mal ou peu défini, le train de la mondialisation a déjà démarré. Qu'on le veuille ou non, la République démocratique du Congo, comme tous les autres pays du monde, est appelée à s'y engager. Dès lors se pose le problème de la connaissance du langage et de la culture appropriée pour défendre sa nation sur ce marché commun international. Une prise de conscience. L'objectif de cet ouvrage est de sensibiliser et d'informer l'opinion tant nationale qu'internationale sur la situation alarmante de la République démocratique du Congo. Jusqu'où peut aller sa chute vertigineuse si l'on n'y prend pas garde aujourd'hui ? Qui sont et seront les premières victimes ? Qui sont les premiers concernés, sinon la population même de ce pays ? Qui, sinon le peuple, doit être avant tout conscient, informé, préoccupé des menaces actuelles et futures qui pèsent sur lui ? Il est important de ne pas oublier que la République démocratique du Congo est classée parmi les pays potentiellement les plus riches au monde. Richesse qui reste virtuelle, parce que sa population croupit parmi les plus pauvres de la Terre. Elle est classée parmi les plus pauvres dans le rapport mondial sur le développement humain 2003, les objectifs du millénaire pour le développement, Impact entre les pays pour vaincre la pauvreté humaine a pris en compte 175 pays et territoires, où il ressort que la rez-de-chaussée occupe la 167e place, avec un IDH de 0,363, soit un recul de 2 places par rapport au RMDH 2002, où le Congo occupait la 165e place. La rez-de-chaussée recule. C'est l'Afrique subsaharienne tout entière qui, selon le rapport, poursuit sa descente aux enfers. Les auteurs du rapport 2003 constatent que les retards s'accumulent pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement OMD. Le rapport nous apprend que le clivage nord-sud est dépassé pour céder la place au fossé sud-sud. Ainsi, à l'intérieur des régions et des pays, surtout ceux déchirés par les conflits, l'environnement se dégrade et la tâche est loin d'être achevée. Comment peut-on rester insensible à un tel tableau ? Voir que son pays se classe parmi les derniers sur l'échiquier international. Jadis fierté de l'Afrique, la République démocratique du Congo n'est plus signalée comme destination dans les annuaires des agences du tourisme international. Il y a là un paradoxe qui ne se justifie pas. Le pays aurait-il été la proie d'une malédiction qui le laisse isolé, oublié, à la merci de toute forme d'aventurisme politique et économique ? En vérité, il convient d'étudier dans les faits cette dégradation. Il faut rappeler aux éventuels touristes que ce pays fut celui qui a abrité le plus grand combat de boxe du XXe siècle. Combat qui opposa les champions du monde des poids lourds américains, Mohamed Ali au summum de sa gloire contre George Foreman. Ce qui suscita la curiosité du monde entier, qui se demandait comment un pays du tiers-monde, africain de surcroît, pouvait organiser une manifestation d'une telle envergure. Qui croirait aujourd'hui si on lui disait que dans ce pays vivait une importante population étrangère, le considérant comme sa deuxième patrie ? Qui ne se posera pas la question de savoir pourquoi l'a-t-elle quittée ? Et que faire pour la faire revenir ? Qui au monde pourra croire que ce pays fut le premier en Afrique à construire une centrale nucléaire ? Que ses universités étaient les mieux cotées d'Afrique, et qu'elles attiraient de nombreux étudiants étrangers,
Belgique, Afrique du Sud, Gabon, Rwanda, Burundi, Centrafrique, etc. Qui pourra croire que son PIB par personne avoisinait, il y a quelques décennies, entre les années 1960 et 1970, celui de quelques pays développés comme le Canada par exemple? Voici toute une panoplie de questions que nous pouvons nous poser, et qui nécessitent une prise de conscience pour déclencher une intervention. Ce pays tirait sa fierté de ses richesses, en étant premier producteur mondial de cobalt, premier producteur mondial de diamants, quatrième producteur mondial de cuivre. C'est grâce aux richesses de ce pays que la Belgique a pu être le premier pays à s'acquitter de sa dette aux Alliés, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Où est cet Eldorado économique, qui faisait jadis la fierté de l'Afrique? Beaucoup d'Africains prenaient plaisir à venir régulièrement y passer leur week-end, surtout à Kinshasa la capitale, parce qu'il y régnait une joie de vivre incomparable. Qui peut admettre dans cette ère de la mondialisation que son pays, riche ou non, subisse l'opprobre de la communauté internationale? Ne pensons-nous pas que toutes ces questions exigent la mobilisation de nos capacités intellectuelles, afin de comprendre et rechercher la cause, et réfléchir à la thérapeutique adéquate pour inverser la tendance? Malheureusement, le manque d'information, pour ne pas dire l'inculture, est généralisé de nos jours en République démocratique du Congo. L'incapacité de nos concitoyens à trouver des solutions à leurs querelles fratricides de conquête du pouvoir pour le pouvoir en est une preuve. N'ayant pas, pour la plupart d'entre eux, reçu une éducation appropriée, ils sont très loin d'une culture démocratique et sont exposés aux comportements néfastes de la jouissance, de la prédation, de la facilité, de l'intolérance et du parasitisme. En effet, est-il possible de concevoir comme une culture de développement l'appropriation du bien d'autrui, la destruction des unités de production, le pillage de la richesse de l'État, les arrestations arbitraires, la terreur, l'insouciance sociale, les bavures et les tracasseries policières, l'absence du respect des droits de l'homme, la défaillance de l'appareil judiciaire, la corruption, le délabrement du système scolaire? Il est temps que s'opère en chacun de nous un déclic. Il est temps que nous puissions nous mobiliser pour sortir de cet état de pauvreté et d'inculture. Chapitre 2. EVALUER l'État et les formes de la PAUVRETE. Jadis, en notre qualité de président d'une organisation non gouvernementale de développement, nous avons eu à mener une étude pour évaluer l'état et la forme de la pauvreté dont souffre en réalité la République. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.